de retour sur la libre antenne après un petit problème de connexion. Et normalement, c'est revenu. Hein, donc, vous êtes connectés. Normalement, ça passe, c'est bon. Donc, toujours avec Demian, toujours sur la Roumanie. On voyage un peu dans ce pays qui n'est pas très, très connu. Enfin, connu, on le connaît de nom, mais on ne connaissait pas qu'il y avait voilà, toutes ces légendes, tout ce passé. Alors, on a évidemment évoqué... Ceux qui s'intéressent évidemment à l'espoir de Rome connaissent un peu Trajan, parce qu'il est assez célèbre quand même comme empereur romain. Et cette affaire avec les Daces, donc on a parlé un peu de toutes tes découvertes en particulier. Alors on en reparlait là, les bijoux qui sont exposés au musée de Bucarest. C'est au musée de Bucarest d'ailleurs, parce que peut-être il y a des gens de Bucarest qui nous regardent après tout, donc ils sont au musée de Bucarest. Ils sont au musée d'histoire nationale de Bucarest. Le musée national d'histoire de Bucarest. De Bucarest. Ouais. Donc parce que là on les re-regardait, donc c'est vrai qu'il y a tous ces bijoux très intrigants, de taille très grande en tout cas. De taille très grande. Ouais. Qui nous laisse penser que parmi ces Daces et ces Thraces, il y avait peut-être des gens de grande taille, pour nous, ce qui serait aujourd'hui des géants. Voilà. Alors en plus, c'est quand même une anecdote, c'est que Trajan, quand il revient à Rome, donc il fait lever sa fameuse colonne, mais aussi des statues en l'honneur et aussi en l'honneur de ses ennemis, puisqu'il fait des... Voilà, ce qui est étonnant, c'est qu'il fait ériger à Rome des statues de 3 mètres de hauteur à l'effigie de ses ennemis. Ce qui est assez étonnant. Et ces statues, elles font plus de 3 mètres de hauteur et elles sont nettement plus grandes que les statues qu'il fait ériger en mémoire des soldats romains. Des Romains. Donc il y a beaucoup de polémiques autour de ces tailles de statues. On se dit mais pourquoi est-ce qu'il a fait des statues aussi grandes? Est-ce que c'est pour honorer vraiment son ennemi? Parce que vraiment son ennemi lui a permis d'acquérir d'immenses richesses, parce que suite à ça, il s'est bien renfloué. C'est-à-dire qu'après sa victoire sur les Daces et la Thracie, c'est de là qu'en fait ont été organisés ces fameux 100 jours dans les arènes de Rome. Les fameux jeux romains, ces combats entre gladiateurs, animaux, voilà, ça a été pendant 100 jours d'arènes gratuites pour tous les Romains, en guise de divertissement et en symbole de victoire. Et les Daces qui ont été vaincus et déchus, eux ont été tout de suite... on va dire, fait prisonniers, les survivants, pour en fait être dans les arènes, donc pour se battre. Voilà. Parce que le plus connu de tous les gladiateurs, c'était ce fameux Spartacus. Spartacus, c'était un Dace. Ah, Spartacus, c'était un Dace. Spartacus, c'était un Dace. D'accord. Voilà. Parce que les Daces étaient tellement féroces, ils avaient tellement la hargne, que finalement... quoi de rêver mieux de les mettre dans une arène et les faire s'affronter les uns contre les autres. Et puis, il y a aussi une partie de cette histoire des Daces qui n'est pas vraiment mise en lumière. On n'en parle pas dans le film, encore une fois de plus, parce que le film est sur un très grand nombre de sujets. Et il y a beaucoup de sujets. C'est très dense. Déjà, c'est dense. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai écrit le livre, justement, pour donner du complément d'information. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pendant le siège de Troie, parmi les Grecs, il y avait énormément de mercenaires Thraces et Daces. Et Thraces et Daces, parce que, oui, les Grecs, donc Alexandre le Grand... voilà, durant ses campagnes de conquête, il avait des Daces à ses côtés. Il avait des Daces aussi les à ses côtés. Enfin, voilà, on dit les Daces et Thraces, mais finalement, Thraces, Daces, c'est un peu les mêmes, mais c'était des soldats redoutables. Et il y a eu aussi, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas des Celtes dans le film, mais il y a eu beaucoup de Celtes qui étaient aussi parmi les Daces et les Thraces. Donc, intéressant, ça. C'est intéressant. Et on a des armes, par exemple, on a des armes Daces qui sont de conception celte, c'est-à-dire qu'on a des sabres, tu vois, on va dire incurvés, qui sont de conception celte et qui permettaient justement aux Daces de venir frapper les Romains au niveau de leur cou, comme ça, tu vois. Et après, les Romains se sont adaptés, c'est là qu'ils ont eu des casques beaucoup plus longs au niveau des nuques pour éviter de se faire en fait sabrer le cou par les sabres Daces. D'accord, du coup le dos, oui, il y a une... Tu vois, tu as toujours un prolongement. Un prolongement ouais, voilà. qui protège le cou. Mais voilà, il y avait énormément de Celtes aussi parmi les populations Daces, quoi. D'accord, donc il y a une espèce de mélange alors un peu dans cette Europe. Et moi, ce que je vois aussi dans le film, c'est qu'il y a beaucoup... Alors, on a parlé des liens, voilà, les Hyperboréens, les liens avec les Anunnaki, les fameux... Alors, t'es allé aussi voir le grand site, alors c'est à Argevada, c'est ça? Argedava. Argevada, pardon. Argedava. Et là donc, il y a des...
d'espèces de grandes tranchées aussi. Alors, ouais, Argedava, c'est un lieu, c'est une ancienne citadelle d'As qui a suscité l'intérêt des archéologues, puisqu'on pense que c'est ici que se sont unifiées les dernières tribus thraces sous le règne du roi Bouresbista. Et ils étaient partis pour trouver justement de l'or, des richesses, trouver des vestiges. Et là, ils sont tombés sur un os, entre guillemets, puisqu'ils sont tombés sur des squelettes gigantesques, voilà, de 3-4 mètres. D'après, justement, le témoin et d'après certains écrits roumains. Et ces squelettes faisaient 3-4 mètres de hauteur, pareil. Alors, comme on voit ce témoin, justement, qui lui dit, alors voilà, selon lui, il a été avec un archéologue sous le Danube. Alors ça, c'est un autre. C'est un autre encore, ouais. Parce qu'en fait, on a, dans le film, on a 2 témoins qui aujourd'hui sont morts. Donc, ils étaient déjà très, très âgés quand ils ont été interviewés. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de récupérer les bandes, les enregistrements. Donc, on a d'un côté, effectivement, ce vieil homme, ce paysan, qui travaillait donc, du coup, dans le petit village de Popeshti, qui est un village qui est proche, en fait, de la citadelle d'Argedava. Parce que là, on parle d'une citadelle, on ne parle pas d'une ville, Argedava. Et donc lui, quand il était jeune, il a été sollicité par les scientifiques et les archéologues parce qu'il cherchait en fait de la main d'œuvre pour creuser tout simplement, pour déterrer. Et ils étaient tout un groupe de son village et lui il explique que quand il était adolescent, il a déterré ses squelettes. Et quand il trouvait un squelette, tu avais une équipe qui arrivait de Bucarest qui les mettait à l'écart et qui récupérait tous les os, qui les emballait, qui les renvoyait à Bucarest. Donc lui, il le dit qu'il en a vu de lui-même, qu'il en a déterré. Il les nettoyait aussi, donc ça j'en parle pas dans le film, mais il nettoyait les os. Et voilà. Et tu as cet autre témoignage donc de cet autre homme qui était un vieillard dans la vidéo qui aujourd'hui est mort. Et lui, c'était un sculpteur. Alors, pour quelle raison il s'est retrouvé sous le Danube, je ne pourrais pas te le dire, mais il a eu la chance, si je puis dire, de pénétrer une ville souterraine sous le Danube. Parce qu'en fait, le Danube coupe la Serbie de la Roumanie, puisque avant la Serbie c'était la Yougoslavie anciennement. Et lui, il a pénétré donc les dessous du Danube avec un archéologue, et ils ont découvert une ville souterraine gigantesque, mais alors un truc immense. Et dans cette ville, il y avait énormément de squelettes qui avaient été méticuleusement, de façon très cérémonielle, posées dans des chambres, si je puis dire, de cette ville. Et ces squelettes étaient dans des positions un peu comme des fœtus, un peu comme ces momies incas. Et quand il a vu ces squelettes, il a vu qu'ils étaient énormément grands. Et il disait qu'à peu près, ils devaient mesurer entre 3-4 mètres, puisque lui, en étant sculpteur, à l'œil, il arrivait à voir l'anatomie donc, de ces squelettes. Et il a tout de suite vu à l'œil que une des jambes, par exemple, la cuisse faisait, enfin ce qui restait de la cuisse, si je puis dire, faisait plus d'1 mètre de longueur, quoi. Donc c'est incroyable. Et aujourd'hui, on pense que cette ville est toujours là, elle n'a pas été détruite, mais simplement que les accès à la ville ont été bouchés. Et vous n'avez jamais cherché à entrer en contact avec peut-être des anciens membres de la fameuse Securitate de l'ancien régime communiste, puisque ils devraient avoir des informations comme là-dessus. Le truc, c'est que, comme on l'explique dans le film, tout ce qui est squelette gigantesque, c'est très tabou en Roumanie. Voilà. Oui, c'est très tabou. Oui, c'est très tabou. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, tu vas à la campagne, tu parles de squelettes gigantesques à des paysans, ils vont rire au nez parce que y a très peu, voire peut-être pas beaucoup de découvertes qui ont été faites en France sur des squelettes gigantesques. On n'en a pas entendu parler, sauf qu'en Roumanie, c'est arrivé un très grand nombre de fois. Donc à chaque fois que c'est arrivé, c'était toujours le même cinéma, c'est-à-dire que tu avais une sorte de chape de plomb qui tombait sur ces découvertes. Les villageois étaient menacés par les autorités du pays. Des fois, c'était l'armée, des fois, c'était la Securitate, des fois, c'était même des Russes qui étaient là, quoi. Alors que c'était pas des Roumains, des Russes quoi, qui étaient là et qui mettaient leurs affaires justement dans ces découvertes. Et on menaçait les gens de les faire disparaître, ou alors on les menaçait tout simplement de leur prendre tout ce qu'ils avaient ou de leur faire perdre leurs emplois. Enfin voilà, tu vois déjà que la Roumanie c'est un pays, quand tu sors des villes, la pauvreté est très présente. Voilà, ces gens n'ont pas envie d'avoir des soucis, quoi. Voilà, donc c'est très difficile d'arriver à faire en sorte que les langues se délient, mais on a
d'autres témoignages de personnes qui témoignent justement, qui ne veulent pas montrer leur visage, qui témoignent à visage couvert et qui nous expliquent clairement en fait ce qui a été trouvé là-bas, quoi. Oui, parce que est-ce qu'on peut dire voilà, qu'il y a une volonté, on va dire, des autorités roumaines de vouloir cacher, parce qu'à un moment donné, même voilà, quand il y a je me rappelle plus de son nom, celui qui a fait le film là, le réalisateur qui parle, Daniel Roxin, ouais. Qui parle des tablettes et il dit oui mais bon, ces tablettes il allait les photographier, ouais. Et il n'y en avait plus parce que visiblement elles avaient disparu. Mais bon, je vais faire mon zététicien, mais ouais. Elles peuvent avoir disparu parce que on les a volées tout simplement, parce que c'est du plomb, hein, il faut préciser. Ouais. Donc ça a une valeur un peu. Le plomb n'a aucune valeur concrètement, mais je pense que c'est la valeur historique et ce que ça représente finalement, ces tablettes. C'est-à-dire que quand on les a retrouvées, ces tablettes de plomb, il y en avait, je crois, plusieurs centaines, je crois que c'est 200. Et quand ce fameux Daniel Roxin, justement, qui s'intéressait énormément à ce sujet, est allé les photographier à Bucarest, il n'en a vu que 34. Et quand il a demandé où étaient passés les 160 autres, on lui a dit que bah non, on n'est pas au courant qu'il y en avait 160 autres. Alors pourtant, il y en avait 200 qui avaient été répertoriés par un chercheur bien avant lui. Donc en fait, ces tablettes, elles n'ont jamais été répertoriées officiellement. Tu vois. Est-ce que c'est pas la négligence un peu tout ça en Roumanie, non? Je crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup. La Roumanie, c'est un pays qui est toujours pauvre, on va dire. Le salaire moyen en Roumanie, je crois que c'est 400 € par mois, tu vois. Je pense qu'il y a eu pas mal de pots de vin, de billets glissés, d'argent donné pour faire disparaître. Et puis ces disparitions, finalement, arrangent bien les historiens, puisque on est face à des éléments archéologiques, du matériel archéologique, qui a de quoi, en fait, remettre en question énormément de choses. Et c'est finalement peut-être, ça les arrange finalement que ce matériel archéologique disparaisse, si je puis dire. Et quoi de plus évident que de vendre ce matériel archéologique à des collectionneurs pour des collections privées. Oui, voilà, par exemple, pour les détourner, quoi, ça peut se vendre, quoi, j'imagine, il peut y avoir de la corruption, c'est ça que je veux dire. Mais moi, je pense sincèrement que ces tablettes de Sinaia, puisque là on parle des tablettes de Sinaia, sont en corrélation directe avec l'histoire de ce peuple de géants et des Hyperboréens. Pourquoi ? Parce que justement, comme je le montre dans le livre, parce que dans le film, tu n'as pas le temps de trop le voir, mais dans le bouquin, on voit clairement, en fait, sur une tablette, tu vois un combat entre des hommes et des géants. Alors oui, et ils ont un bouclier, c'est ça ? Ils ont un bouclier avec dessus une espèce de symbole sur le bouclier. Symbole qui évoque vraiment l'Hyperborée, parce que là, c'est un symbole qui est schématisé, mais tu vois clairement, en fait, la représentation des fameuses 4 îles et de l'élément central. C'est vraiment le blason, quoi. Et je pense que plutôt que d'écrire Hyperboréen au-dessus de leur tête, c'était plus facile de les symboliser avec justement une représentation schématique de ce fameux continent dont ils seraient issus. Et je pense qu'il y a une corrélation entre ces Hyperboréens et ces tablettes. Pourquoi ? Parce que sur les tablettes, tu vois clairement un symbole, justement, qui est attribué à l'Hyperborée. Donc ce fameux trident que je te montre dans le livre ici, tu vois ce trident-là, voilà, ce symbole. On peut le montrer à l'image, peut-être, si on le voit. Ouais. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Ouais, on m'a dit qu'on le voit. Ce symbole, voilà, c'est un symbole qui est lié à l'Hyperborée. Voilà. Parce que quand les Hyperboréens auraient créé l'Atlantide, la Lémurie, etc., ce symbole aurait été attribué justement principalement à la Lémurie. D'accord. Voilà. Et tu retrouves ce symbole de façon très fréquente sur un grand nombre de tablettes de Sinaia. Voilà. Et tu retrouves aussi le svastika, la fameuse croix gammée. Alors la fameuse croix gammée. Voilà. Donc ça, tu le retrouves aussi sur ces tablettes en quantité astronomique, mais pas comme un élément décoratif, mais comme vraiment un symbole d'écriture. C'est parmi d'autres symboles, et elle a un sens vraiment très spécifique. Alors tu mets le yin et le yang aussi, on le retrouve aussi. Le yin et le yang, oui. Alors ça, c'est encore un autre sujet, parce que le yin et le yang, tu le retrouves sur d'anciennes céramiques qui remontent au néolithique. Et pourtant, le yin et le yang, c'est un symbole qui est normalement attribué à l'Asie, quoi. Voilà. Et tu le retrouves sur ces céramiques. Et tu apprends, en fait, dans le film qu'il y avait aussi des échanges commerciaux entre ce peuple qui s'appelle Cucuteni, avec, on va dire, une civilisation de Yangshao, c'est ça, une civilisation chinoise qui était la civilisation de Yangshao. Yangshao, ouais. Et pourtant, là encore, on te dit qu'il n'y avait pas de corrélation entre ces cultures, mais force est
force est de constater qu'il y a eu des échanges, tu vois. Il y a eu des échanges commerciaux, il y a eu des échanges de plein de choses, puisque ces principes ces céramiques, la façon dont elles ont été peintes, les motifs sont exactement similaires aux pigments que tu retrouves sur ces céramiques chinoises. Donc, et pas que ça, je veux dire, le svastika, pour en revenir, tu le retrouves aussi sur le continent américain, en Inde, tu le retrouves partout. Oui, en Inde, tu le retrouves beaucoup. Donc il y a eu un moment, un élément central, c'est-à-dire qu'il y a eu une influence. Alors est-ce que ce sont les hyperboréens ou les descendants des hyperboréens qui seraient les boréades? Est-ce que ce ne serait pas justement cet ancien peuple qui aurait justement disséminé leur savoir et qui aurait eu aussi une autorité très forte sur toutes ces cultures à travers le monde, au point d'être divinisés, tu vois? Ouais, d'ailleurs, on dit qu'on les retrouve aussi chez les Celtes, le yin et le yang. Ah bon? Ouais, chez les Celtes. Bah, tu as un bouclier à un moment ici, le bouclier de Battersea, qui est un bouclier celte, si je ne dis pas de bêtises. Les métanotes n'hésiteront pas à me reprendre. Ah bah si tu... Ils sont au taquet. Hein. Ils sont au taquet. Non mais c'est bien. Ils sont sur Google, tu vois. Non mais c'est vraiment bien parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que moi ce que j'ai souhaité avec le film comme avec le livre, c'est que on ait, on va dire, une synthèse avec beaucoup plus de détails naturellement dans le bouquin, une synthèse de tout ça pour que justement les gens puissent mener leurs propres recherches. C'est-à-dire que moi je suis pas là encore une fois de plus pour prouver ou démontrer par A plus B que les choses sont comme ça. Moi je suis juste là pour dire, regardez, il y a des choses comme intéressantes, ça mérite qu'on s'y penche. Et moi je vais pas passer ma vie non plus à travailler sur les mystères de la Roumanie. Mais là, comme tu peux le voir... Alors ça c'est quoi? Je vais le montrer à l'écran. Alors c'est le bouclier de Battersea. Alors c'est un bouclier de décoration. Tu retrouves le svastika aussi dans ce bouclier. D'accord, alors je vais le montrer. Bon, ce sera pas évident peut-être à la caméra, mais voilà, le bouclier. De Battersea. Voilà. Et là, tu as la fameuse tablette dont je te parlais, où tu vois en fait ces géants à gauche et ces hommes à droite. D'accord. Et là, tu vois au milieu un cavalier. Je vais la ramener, voilà, de plus près. Ah, super, on le voit bien. Voilà. Ok, la tablette. Ouais. Avec les fameux... là, on a les fameux, voilà, effectivement, les fameux symboles. Là, on a ces fameux géants, tu vois, et là, on a ces hommes, donc armés de lances. Clairement, ils sont plus petits. Hein. C'est vrai qu'on les a représentés plus petits. Alors après, tu as les sceptiques. Sauf lui à cheval, peut-être. Non, lui à cheval est quasiment de la même taille. Hein. Oui. Il est sur un cheval normal. Ouais. Il est un peu plus en avant parce que justement, lui, je crois justement que c'est le roi ou celui qui mène son armée pour affronter ces géants. Mais on n'a pas représenté ces géants parce que ils ont une importance, parce que c'est des divinités ou c'est des rois. C'est-à-dire qu'on les a représentés vraiment à une taille, à la taille, je pense, qu'ils avaient proportionnellement par rapport aux hommes. Je veux dire, c'est vrai que sur certaines fresques en Inde, comme j'ai pu le voir, ou égyptiennes, c'est vrai qu'on avait tendance à représenter le roi, la divinité, on va dire l'acteur principal beaucoup plus grand pour le mettre en valeur. Mais là, on parle en fait d'une armée de soldats. Tu vois, il n'y en a pas un qui... Et ça, on a pu le traduire, ce qui est sur la tablette. Ça a l'air quand même de... Et non, on n'a pas pu le traduire. On y observe des lettres classiques. Voilà, en fait, là, ce que tu vois, voilà. Alors là, ça, c'est une forme de grec ancien. Et dans cette forme de grec ancien, on a réussi à comprendre certains mots. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il s'agirait des chroniques d'un roi ou d'un empereur dace. Mais il y a d'autres éléments qu'on ne peut pas comprendre, puisque là, comme tu vois, on a une autre forme d'écriture qui apparaît ici, qui n'a pas été traduite par les linguistes parce qu'on ne la comprend pas. Parce qu'en fait, ce qui manque pour comprendre ces tablettes, c'est une pierre de Rosette. Tu comprends? Et c'est ça qui pose problème. Mais là, comme tu peux le voir, on retrouve ce symbole hyperboréen, tu le retrouves là aussi. Et là, tu as un symbole aussi, ce trident, ce fameux trident, que tu retrouves en fait à Lourdes. Sur certaines plaques à Lourdes. Je vais te montrer. Voilà, ici. D'accord. Tu vois, et cette écriture à Lourdes n'a pas été, on va dire, comprise, et aujourd'hui est toujours un mystère pour les personnes qui sont penchées dessus. C'est-à-dire qu'à Lourdes, tu as des plaques des fois, et on ne sait pas du tout ce que veulent dire ces symboles. Et il est clairement évident... oui. Eh bien oui, sinon, il faut qu'on partage. Voilà, comme ça. Mais je ne sais pas s'ils vont arriver à voir, c'est un peu loin. Si, parce qu'ils zooment. D'accord. Ouais, t'inquiète, ils voient. Voilà, donc les plaquettes, donc ça, ce qu'on trouve à Lourdes, d'accord, sur une église, c'est ça ou c'est quoi? En fait, sur la cité fortifiée au centre de Lourdes, hein, cette fameuse... D'accord.
Voilà. Et voilà. Et aujourd'hui, on ne sait pas d'où viennent ces symboles. Et ce qui est intéressant, c'est que ces symboles, on les retrouve sur les tablettes de Sinaï. Donc, il y a pu avoir aussi une interaction avec des Celtes, d'anciennes cultures en France, avec ces géants. Voilà. C'est du moins en fait l'idée qui fleurit en fait, on va dire dans mais mon en esprit. France, il y a des traces de ça, justement, des géants, à part, des choses qu'on pourrait assimiler à des choses que tu as découvertes en Roumanie, justement. Alors, il y a des découvertes qui auraient été faites en France, des découvertes de squelettes géants. Ah ouais. Oui, en France. En France. Pas mal, oui, pas mal. Je n'ai pas de photos là-dessus. Alors, je lance un appel à une personne avec qui j'ai essayé d'entrer en contact qui a des photos de ces squelettes géants. Ah ouais. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut citer son nom, vaut mieux éviter. Bah, je sais pas. Tu prends un risque, après, je sais pas si elle a peut-être pas envie, je sais pas. André, si tu m'entends, il faut absolument que tu partages tes photos de squelettes de géants, s'il te plaît. D'accord. Voilà. Donc, ça fait 1 an que je tanne pour voir ces photos. Donc, je commence un peu à douter, mais apparemment. Il a des vraies Parce photos. que les photos de squelettes de géants, il y a des photos qui ont circulé sur Internet à un moment donné. Tout est faux. Ouais. Tout est faux. Tout est faux. C'est un concours Photoshop. Alors, oui, c'est un concours Photoshop, et puis il y a aussi pas mal de Alors, de c'est mecs. quoi l'affaire? Parce que moi, j'ai vu ces photos-là, on les retrouve sur tous les sites en me disant, oui, c'est des trucs de géants. Mais non, mais après, on a appris que tout était une opération. Non, mais c'est vrai qu'au tout début, il y a eu forcément, il y a eu, de ce que j'ai entendu dire, un concours Photoshop. Voilà. Voilà, bon, ça c'est une chose. Maintenant, aujourd'hui, tu as encore des gens qui s'amusent à faire des fausses images sur Photoshop et qui publient ça. Voilà, aujourd'hui encore, tu en as qui s'amusent à en faire. Moi, pour le film, j'ai dû fabriquer des images. D'ailleurs, on le dit dans le film, en reconstitution, mais il me fallait des images pour illustrer un épisode du film. Et on a reconstitué, moi j'ai reconstitué ces excavations, ces fouilles avec des images, et j'ai mis en scène justement des squelettes de géants. Mais bon, c'est une reconstitution. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai rencontré le ministre en Roumanie, un ministre avec son conseiller. Ils étaient très enchantés de savoir que j'étais en train de faire un film sur la Roumanie. Et d'ailleurs, ils m'ont encouragé, ils voulaient me filer toutes les autorisations et les accès, etc. Ils voulaient même en fait me mettre en contact avec d'anciens officiers militaires qui auraient pu m'apporter des informations sur certains événements et certains phénomènes qui se sont produits en Roumanie, dans la région de la Transylvanie. Et j'étais super content parce que là, j'allais avoir des militaires. Et ces personnes-là, donc ce ministre et son conseiller, m'ont dit clairement, je leur ai posé la question, je leur ai dit, est-ce que c'est vrai cette histoire de squelette? Ils m'ont regardé dans les yeux et m'ont dit, oui, c'est vrai. Ils m'ont dit, effectivement, on a bien eu des squelettes de géants en Roumanie, on en a retrouvé énormément, mais vous ne verrez jamais de photos sur le net. Il m'a dit, toutes les photos que vous voyez sur le net sont des fausses photos, sont des fraudes, des fakes. Et ils étaient vraiment sur d'eux. Et pour être aussi sûr, pour moi, dans mon esprit, c'était évident qu'ils avaient peut-être et probablement vu des vraies photos de squelettes, justement, qui remontaient à ces découvertes au siècle dernier. Et par défaut, sur Internet, ils n'ont pas retrouvé les photos qu'eux avaient vues. Donc ces photos n'ont pas fuité sur le net. Mais ils m'ont confirmé que la plupart des photos, ou même voire toutes, sur le net, étaient des fraudes. Voilà. Il y a une sorte de chape de plomb, encore une fois, sur cette histoire de squelettes de géants. Pourquoi on nous cacherait? La question qu'il faut se poser, c'est si ces découvertes de squelettes sont vraies, si tout ça c'est authentique, pourquoi est-ce qu'on voudrait nous le cacher? C'est la question qu'on doit se poser, tu vois. Non, mais je me pose des questions, c'est vrai, pourquoi on voudrait nous cacher ça? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un pan de l'histoire de l'humanité? Ça dérange? Je pense que c'est un pan de l'histoire de l'humanité. Je pense que ça dérange parce que ça remettrait en question, comme on lit dans le film, pas seulement la chronologie ou notre vision de l'histoire et des civilisations telles qu'on nous les a apprises. C'est ce que dit Michel Desailles. Michel Desailles, que je salue au passage. Mais ça remettrait en question peut-être toute notre conception du monde, parce qu'il y a peut-être derrière cette civilisation de géants, hypothétiquement issue de l'Hyperborée, un autre passé, une autre histoire qu'on ne connaît pas, une histoire où on te dit que finalement l'homme, peut-être que ça décalerait énormément de choses sur cette frise chronologique justement qu'on cherche à nous faire avaler dès l'enfance, et ça remettrait en question tout, ça serait le bordel, je pense vraiment, ouais. Oui, parce que lui, c'est intéressant ce qu'il dit, on ne se contenterait pas de remettre en question l'histoire, ça remettrait tout en cause. Ça remettrait tout en question, d'après ce que moi je sais du sujet. Maintenant, ce qui est encore intéressant, c'est que les Romains, ils ont, dans leur tradition, dans leur légende, ils parlent des Blaginies. Et les Blaginies, j'en parle pas dans le film, parce qu'encore une fois de plus, c'est tellement énorme. Oui, c'est pour ça, je le dis encore une fois de plus. Voilà, j'ai écrit un livre à ce sujet qui fait 280 pages.
et que j'incite, Le livre je se veut conseille aux en gens. complément en fait Voilà. vraiment du film. Voilà. Et les Blagini, dans la tradition roumaine, ce sont des petits êtres, tout petits, qui vivent sous terre et qui attendent en fait que nous, on est terminé, alors qu'on est disparu, soit parce qu'on s'est fait péter la gueule, soit qu'il y a une famine, ou enfin tout simplement, ils attendent qu'on disparaisse pour surgir parce qu'ils attendent leur moment, leur époque. Ils attendent le moment où ils vont vivre sur la surface de la Terre. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as ces géants qui ont vécu, il y a eu le temps des géants, après le temps des hommes est venu, et puis le temps des hommes prendra fin un jour aussi. Et la tradition roumaine, les traditions roumaines disent qu'après il y aura les Blaginis en fait. C'est assez, on se partage la planète Terre finalement, par époques successives, mais c'est intéressant. Et tout petit, ouais, un peu comme les légendes que tu avais fait en Inde aussi avec ces petits êtres. Ah, ces petits êtres, ouais. Les Hopis, comment non, Regarde. Voilà. Voilà, c'est ça en mais fait. c'est ça en fait. C'est ouais. ça. Ouais. Donc ça, c'est en Inde. Ouais. C'est quoi cette photo là? On va la montrer, monsieur. Bon. Donc c'est quoi? Alors, c'est quoi? Alors, décris, voilà, fais-nous l'explication de texte, parce qu'on voit une photo donc avec un petit être, c'est quoi? Alors, ce petit être, c'est une image, c'est une photo c'est un mec en fait qui est tombé sur cette créature et je pense qu'il c'est en Inde. Hein. C'est en Inde. Il lui a mis un coup de pelle sur la tronche. Je pense que le truc est mort. Hein. Tu vois, il a la tête complètement. Alors, il est au bord de l'asphyxie, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des yeux vraiment un peu insectoïdes qui partent sur le côté. Il a une morphologie vraiment humanoïde. Tu vois clairement en fait sa structure musculaire, etc. Et cette photo aujourd'hui, j'affirme pas à 200% qu'elle est vraie. J'ai aucune preuve qu'elle est vraie. D'ailleurs, je le dis dans le livre. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que à côté de ça, tu as cette légende, donc cet homme, dont on avait parlé de ça ensemble quand j'étais là la dernière fois. Ce guide m'avait emmené dans des montagnes reculées en Inde. Il m'avait montré un sanctuaire avec des petites bâtisses en granit. Il m'avait dit qu'ici, et très sérieusement, qu'il y avait des petits bonhommes de 40 cm qui vivaient là et qu'ils vivaient à une époque reculée avec des géants, etc. Et tu retrouves ce mythe du petit être, donc ce qui est devenu après dans les traditions, dans tous les contes des lutins, des gnomes, etc. Et ben, tu le retrouves aussi dans les légendes. En Europe, il y en a énormément de traditions. Et dans les légendes caucasiennes, en Russie notamment, et ben, on parle de petits êtres qui, à une époque reculée, vivaient en harmonie avec les géants. C'est aussi intéressant. Et dans les traditions tziganes, alors je remercie Tony Bayarja parce que Tony est une personne qui m'a donné envie et qui m'a ouvert les portes des mystères et des sujets sur la Roumanie. Et Tony me dit dans la tradition tzigane, parce qu'il a du sang tzigane, sa grand-mère lui disait que quand ils étaient petits, quand sa grand-mère était enfant, elle se souvient, ils dormaient sous les roulottes. Et la nuit, il leur arrivait de voir des fois des petits êtres venir vers eux, exactement comme ce que tu vois sur l'image. Et la description qu'on en a faite est exactement similaire à cette photo de cette créature retrouvée en Inde. Et donc avec des yeux justement noirs très gros, un peu qui partent sur les flancs et très petits. Et les Grecs justement font aussi mention de ce qu'ils appellent des pygmées, les pygmées originels. Et ils parlent de pygmées minuscules de 45 cm de hauteur, avec d'immenses barbes qui justement fait office de vêtements et qui cachent leur attribut. Et la description qu'on en a est très, on va dire, proche de ces petits bonhommes-là. Donc voilà, c'est un clin d'œil, il me semblait nécessaire de le mettre en image. J'ai aucune preuve que cette image est vraie ou pas, mais moi je suis graphiste de formation. Je suis graphiste. Créer des fausses images, je peux le faire. Tu vois, et souvent je vois des vidéos. Est-ce qu'on peut, parce qu'il paraît qu'il y a des logiciels pour débunker les fausses images aussi. C'est possible. J'avais vu un Français qui a mis ça au point, une espèce de truc, et ça débunk pour voir s'il y a eu du Photoshop derrière, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, un Photoshop va laisser des traces pour avoir. Et ben moi, scanner des contours, j'ai envie de dire, j'ai envie que cette image, elle passe dans un logiciel justement de débunkage. Je serais vraiment intéressé de savoir. Parce que c'est ces mecs-là qui avaient à l'époque, juste pour l'anecdote, mais qui avaient débunké la fausse photo de Ben Laden mort, qui avait été présentée dans tous les médias par la CIA en disant c'est la photo de Ben Laden mort. Et 3 heures après, en fait, ces mecs-là qui avaient ce logiciel, ils avaient débunké, c'est une fausse photo. Ils avaient montré d'ailleurs l'original en disant regardez, c'est ça l'original. Et toutes les télés avaient dit oui, c'est un fake qui tourne sur Internet et tout le monde s'était disculpé. Alors 3 heures avant, ils nous avaient montré la photo de façon hyper officielle. Quoi. Donc on peut débunker une fausse photo. Voilà, on peut débunker une fausse photo. Mais moi, en tant que graphiste,
je vais te dire un truc. Ce serait super compliqué de faire ça, par exemple. Ça. Je l'ai retourné sur toutes les coutures, cette photo. J'ai zoomé dedans, j'ai regardé, et je trouve que c'est hyper bien fait. C'est-à-dire que tu n'as pas trouvé le truc du Photoshop qu'on a... Tu sais, parce que forcément, si c'était une fausse photo, on aurait en fait collé une créature là dans les mains du mec. Quoi, mais en fait, c'est très compliqué en fait, de faire une fausse photo avec ça, parce que tu vois en fait l'éclairage, la lumière, elle répond en ton point de vue en fait, au mec qui le tient, tout simplement. Et, oui, parce qu'il y a l'ombre qui est là, l'ombre du mec qui après, l'ombre, j'ai envie de dire, c'est facile de faire une ombre, et c'est ce qui peut justement nous conforter dans l'idée que c'est une vraie, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas l'ombre en fait qui me donne l'impression que c'est vrai. C'est vraiment en fait c'est l'ombre des doigts, vraiment le détail, même cette créature telle qu'elle est représentée. Je veux dire, elle a quand même un nombril. Assez une espèce de protubérance. Voilà, une protubérance, une excroissance de chair, un peu comme les nouveau-nés, tu vois. Il y a des détails, même au niveau de la coloration de la peau. Tu vois que la tête est beaucoup plus colorée, mauve, comme si la créature avait été asphyxiée, ou vraiment, il y a une empreinte cadavérique sur le visage. Elle était écrasée, on a l'impression. Ouais, là, tu vois, elle a des hématomes au niveau des jambes, elle a des hématomes au niveau des bras. Et je me demande si quelqu'un avait voulu faire vraiment... est-ce que la personne qui aurait fait ce fake, est-ce qu'elle aurait été si loin justement dans cette coloration du pigment de la peau, tu vois, parce que là, on a vraiment un truc... ça passerait des heures et des heures et des heures de travail pour faire ça. C'est hyper humain, quoi, finalement. Tu vois, mis à part leur taille, finalement, il y a quelque chose de très humain dans l'aspect de cette créature, tu vois, au niveau de sa morphologie. Donc voilà, moi... je peux pas dire que c'est une vraie photo, mais je peux pas dire que c'est une fausse photo. Mais mon intuition me dit qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, on me dit les images finiront par ne plus être force de preuve. Un jour, on ne pourra plus faire la différence entre une photo retouchée et une photo photoshopée. On a du mal à les faire. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a tellement de vidéos et de photos qui passent sur le net, que ce soit un ovni, que ce soit un truc. Tu vois tout de suite, enfin moi je le vois quand c'est une connerie, ça se voit tout de suite. Parce que quand les plaisantins veulent faire des effets de lumière ou de machin, ils utilisent un flair, ils utilisent un truc tout fait, et tu vois en fait tout simplement l'application dans ton logiciel vidéographique qui permet de faire ça. Donc tu reconnais tout de suite quand c'est un fake, tu vois. Voilà. Ouais, ce serait extrêmement, enfin toi tu dirais d'un point de vue technique, ce serait quand même compliqué à reproduire, quoi. C'est ça, de façon possible mais compliquée. Quoi. Ouais, et puis encore une fois de plus, la description de cet être colle en tout point avec la description d'autres petits êtres qui ont été c'est comme le petit être qu'on avait retrouvé au Mexique, là, dans le désert du Mexique, là, ils avaient retrouvé une espèce de... Ah, la petite alien du Mexique. Voilà. Akatama, c'était au Chili. Voilà, au Chili, pardon. Akatama, ouais. Au Chili. Ouais. Bah, je sais pas, en fait, j'ai pas suivi après. Pareil, voilà, fake, pas fake. Apparemment, le truc est passé, on l'a analysé, il est passé dans on a fait une radiographie, on a vu à l'intérieur qu'il y avait une structure osseuse, etc. Et puis après, ça a été démenti. Voilà. Mais j'ai l'impression que de toute façon, peu importe ce qu'on va découvrir, on va au final toujours essayer d'amener le truc comme étant une fraude finalement. Parce que si on reconnaît que c'est vrai, ça veut dire que derrière, ça va engager beaucoup de choses. Tu vois, c'est-à-dire que derrière, on va devoir mener des études sérieuses sur l'origine de ce truc-là, de sa provenance. Et là, justement, on met le doigt sur une remise en question de ce qu'on peut connaître, si je peux dire, tu vois, de ce qu'on connaît seulement. Et la photo, en fait, avec cet être-là, elle a été prise dans la même région non, elle n'a pas été prise dans la même région. Mais il faut savoir une chose, c'est que je pense que ce genre... Tu vois, si tu as ces sortes de sanctuaires, tu en retrouves partout en Europe, je pense que ces petites créatures ne sont pas seulement, on va dire, localisées en Inde, dans cette région. Ouais. Mais ça se passe en Inde quand même. Moi, je vais te dire un autre truc. Il y a des régions du Pérou où les gens envoient des petits bonhommes comme ça. Moi, j'ai parlé avec une personne qui me dit en avoir vu. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, il y a eu des petits, il y en a encore, peut-être, et il y a eu des gens, et peut-être qu'il y a encore des gens quelque part. D'accord. C'est une porte ouverte. Il y a eu, c'est vrai qu'il y a pas mal d'images qui tournent comme ça, mais bon, avec, comme on dit, le Photoshop, on ne sait pas où mettre la tête. Alors, voilà, on a parlé de Luana, on a parlé des mythes, des Anunnaki, des géants. Voilà, d'Agartine, il y a un moment aussi, oui, voilà, le lien avec Jason et les Argonautes, les cités d'or aussi se fait parce qu'il y a des légendes de cités d'or aussi en Roumanie. Incroyable, oui, parce qu'en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure,
les souterrains roumains regorgent d'or. D'or, ouais, voilà. D'or. Et Jason et les Argonautes seraient venus dans cette région à un moment parce que ils cherchaient cette fameuse toison d'or et que leur quête les a menés ici. Ce chemin les a menés là dans le doute de se dire que peut-être était là leur trésor, la finalité de leur quête. Quoi. Donc, ouais, parce que tout est lié. Alors, il y a aussi un sphinx aussi. Alors, on ne sait pas trop s'il est naturel ou si. C'est vrai que bon, voilà, il a une espèce de forme un peu qui rappelle le sphinx, mais bon, on peut pas savoir si c'est une érosion naturelle ou c'est si le fameux sphinx de Bucegui, ouais. Celui-là. Voilà, c'est l'emblème en fait du film. Ouais, voilà. Et si j'ai choisi de porter ce symbole en fait sur le livre, c'est parce que ce sphinx, c'est vraiment l'énigme. Le sphinx, c'est représentatif de l'énigme. Et quelque part, c'est le symbole fort de l'autre terre des dieux. C'est-à-dire qu'on est dans un ensemble de mystères. Et ce sphinx est le sphinx du mont Bucegui. Et au sommet de cette montagne, tu as une sorte de sphinx que tu peux voir seulement sous un certain angle. Et si tu tournes autour d'ailleurs, tu vas voir que son visage change et que on va dire l'autre côté est complètement détruit. Donc tu en as qui disent que c'est naturel, c'est un phénomène naturel, c'est l'érosion, etc. Et qu'il a été et que voilà, c'est un clin d'œil, voilà, ça ressemble à une tête et les gens viennent le voir pour ça. Mais d'après les traditions DAS, c'était une sculpture en fait à l'effigie du roi, du dieu Zalmoxis. Zalmoxis à la base était un prêtre, mais qui a été élevé au rang de divinité, c'est-à-dire qu'un prêtre devenu un dieu, quoi. Et si tu regardes en fait le sommet de ce sphinx, tu revois en fait ce côté bonnet phrygien que portent les Das. Donc c'est le symbole Das vraiment. Et ce sphinx regarde en direction du nord vers le mont Omu, le mont Omu, qui est juste en fait en face, à quelques centaines de mètres à pied. Et c'est le fameux mont où Zalmoxis vivait. Donc il vivait dans une grotte sur ce mont. Voilà. Et il descendait de sa montagne pour donner on va dire donner ses instructions aux empereurs, aux rois, etc. D'accord. Mais c'était le dieu qui fallait pas. C'est les Zarathustra, quoi. Et il y a aussi les Trovantes. Alors ça, c'est étrange, ces espèces de pierres. Comment on dit les Trovantes. Trovantes, ça, c'est bien les ça. Trovantes, ouais. Les Trovantes, alors c'est des pierres, mais qui présentent des caractéristiques un peu particulières. Ce qui est marrant, c'est que ces pierres, elles sont selon certaines traditions roumaines, bien sûr, encore une fois, on ne va pas généraliser, mais beaucoup attribuent cette légende des Trovantes au mythe des Anunnaki. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on dit qu'avant que l'homme ne soit créé, il y aurait eu des essais des dieux Anunnaki, mais des essais ratés, et que ces essais ratés seraient ces fameuses pierres. Alors, ça peut prêter à sourire, on est vraiment dans le... Là, c'est vraiment le folklore roumain, encore une fois de plus, on raconte des histoires. Mais c'est intéressant parce que, encore une fois de plus, on a des pierres, des rochers à cet endroit-là qui sont uniques au monde. C'est-à-dire que ce sont des pierres qui grossissent comme des organismes vivants. Donc les pierres sont vivantes d'après les Romains et elles attirent à elles tout ce qui est pierre, poussière, cailloux et elles se fabriquent une carapace, un peu comme une sorte d'aimant, elles attirent tout et elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent. Et tu as des gens qui possèdent des pierres, des Roumains, et qui affirment en fait mesurer des changements dans leur taille tous les ans. Alors c'est infime, si on parle de quelques millimètres répartis sur plusieurs années, mais voilà. Et on ne sait pas comment ces pierres, elles attirent la poussière, les cailloux. Et c'est assez intéressant parce que en même temps c'est très poétique, parce qu'on te dit que ces pierres sont vivantes et que c'était, on va dire, les essais ratés des dieux Anunnaki. Et voilà, et ces pierres ne sortent elles sortent de la terre finalement, c'est-à-dire qu'elles naissent dans ces carrières de sédimentaires, et à cause, avec les années qui passent, les vents, la pluie et tout, les carrières finissent par s'effriter, par tomber, et les pierres prises en fait qui grandissent à l'intérieur finissent par sortir et tomber. Et à partir du moment où elles tombent et qu'elles sortent, et ben en fait elles sont blanches quand elles sortent, et après elles vont se colorer en grise, donc naturellement je pense à cause de la poussière, etc. Elles vont devenir grises, et là en fait elles vont commencer à se fabriquer une carapace. Et ça c'est incroyable. Ouais, c'est ça qu'on voit, et puis bon, que tu peux mesurer en plus, une espèce de... Ouais. Voilà, parce que des gens se sont amusés à casser les carapaces pour voir s'il n'y a pas des trucs dedans, et en cassant la surface de ces roches, et ben en fait on voit clairement cette carapace qui se fabriquée, et juste en dessous tu vois la pierre telle qu'elle était quand elle est sortie de la carrière, quoi. Et il y a un côté assez poétique, mais tu vois vraiment cette carapace, quoi, et tu as vraiment une variation entre toutes les pierres, quoi. Il n'y en a pas une qui est pareille.
Et on ne sait pas, on n'arrive pas à expliquer. Alors bien sûr, les géologues te disent que non. C'est pas possible, c'est parce pas que ça possible. contredit un peu les lois de la physique. Là, pour Exactement. le coup. Et pourtant, alors je ne connais pas exactement, j'en parle dans le livre encore une fois de plus, mais il y a des études qui ont été faites là récemment. On en est venu à la conclusion que les minéraux étaient vivants. C'est-à-dire qu'on a observé des cellules vivantes à l'intérieur même des minéraux, des roches. Et alors quand on dit la pierre vivante, hein, c'est pas, elle a pas, je ne te dis pas qu'elle pense, qu'elle est consciente, hein, mais elle est vivante parce qu'elle est constituée de matière vivante en fait. C'est pas de la matière morte, c'est pas un caillou mort inerte, tu vois. Il y a vraiment des cellules vivantes à l'intérieur. Donc ça c'est un sujet très intéressant que j'aborde encore dans le livre. Alors je le précise, hein, c'est juste l'instant pub. Le livre, on le vend sur le portail du savoir des anciens. Voilà, les gens peuvent le trouver via le site demian.com, demian.com. Mais vraiment, cette histoire d'organisme vivant, j'en parle un moment ici. Le truc, c'est que j'ai pas tout en tête. Tu vois, j'ai fait beaucoup de recherches et à un moment, je donne aussi beaucoup d'informations. Voilà. Alors, on va les montrer. Voilà. Donc là, tu vois, en fait, c'est une des pierres, et d'ailleurs Voilà. on dirait un peu un œuf, un peu on comme aurait dit un œuf alien, un peu, tu vois. vous voyez, et puis le dessus, c'est rugueux un peu. Alors, les c'est cloques très un peu, rugueux et ouais. tu as comme des cloques en fait, des boursouflures. Vraiment, c'est comme si elle l'avait cloqué en surface. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça fait comme des cloques. Et elles ont l'air assez grosses hein, quand même. Elles sont très grosses, hein, je veux dire, il y en a qui font plus de 2 mètres de hauteur. Hein. Alors, réexplique-moi aussi, alors j'avoue ne pas avoir tout compris de l'expérience qui est pratiquée. Parce qu'à un moment donné, tu dis il y a une expérience qui est pratiquée, mais j'ai pas compris vraiment. Alors, le les but de géologues, l'expérience. les géologues ont essayé de démontrer que finalement, ces pierres, elles naissaient des activités sismiques dans la région. Okay, C'est-à-dire qu'en fait, la théorie de comment elles naissent, ces pierres, c'est vrai qu'elles ont des formes complètement aliénisées, tu vois. Genre, j'avais une pierre comme ça, complètement arrondie, sphérique, comme des ampoules. Donc l'idée c'est que tu as des secousses sismiques dans les sols et que ces secousses sismiques provoquent en fait le compactage, si je puis dire, des sables, de l'humidité, tu vois, des fluides qui traversent les couches sédimentaires et qu'à force en fait de secousses sismiques, ça va provoquer en fait une sorte de boule de sable qui va se durcir avec le temps et puis et tout le sable va venir s'agglomérer autour et c'est ce qui va en fait faire que la pierre elle apparaît. Donc pour étayer leurs propos, les scientifiques, les géologues roumains ont reproduit ces expériences en laboratoire en ajoutant en fait un liquide spécial pour faire en sorte que justement le sable puisse, les boules de sable puissent se créer. Donc ils sont amusés en fait à reproduire des petites secousses en laboratoire en mettant des petites gouttes de liquide. C'est la version des géologues, voilà, elle est acceptable. Je veux dire, je ne peux pas aujourd'hui dire non, ils se trompent complètement, mais eux, ils rejettent catégoriquement le fait que ces tremblements ils naissent d'une façon différente. Moi, je pense qu'il y a un phénomène de courant énergétique qui entre en compte dans le processus d'évolution de ces pierres. Pourquoi ? Parce que sur ces pierres, tu as 2 orifices, un peu comme quand la foudre elle frappe. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui se fait frapper par la foudre, tu as un point d'entrée, un point de sortie. Et bien, toutes ces pierres, et je dis bien toutes, sans aucune exception, possèdent 2 orifices. Et tout laisse penser qu'en fait, elles auraient pu être traversées par un courant énergétique qui aurait pu, on va dire, peut-être entrer en jeu dans leur processus de formation. Voilà. Donc tu vois, les géologues te montrent des photos de petits cailloux qu'ils ont réussi à reproduire. Bon, ok, d'accord, mais le problème c'est qu'on n'est pas dans les dimensions de ces pierres-là. Et le problème c'est que eux réfutent totalement l'idée que ces pierres grandissent. C'est-à-dire que ça ne les intéresse pas. Non, les pierres ça ne grandit pas. Pourtant, tu as un autre qui dit si, elles grandissent. Et quand tu grattes en surface, tu te rends compte qu'en fait, il y a des cailloux qui n'ont rien à faire là dans la carapace. Donc elles attirent à elles vraiment la poussière, etc. Et chose que tu vois, les expériences en laboratoire ne permettent pas. Leurs petits bouts de cailloux qu'ils ont réussi à reproduire en laboratoire ne vont pas grandir. Tu reviens dans 200 ans, les trucs qui seront aussi petits. Par contre, ces pierres-là, tu reviens dans 200 ans, elles auront pris facilement quelques centimètres. D'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est vraiment amusé à mesurer pour... Oui, tu as des gens qui s'amusent à les mesurer. Par exemple, tu as les trovances, souvent on offre des trovances à des mariés, ça porte bonheur dans les maisons. Donc alors c'est pas en Roumanie partout, hein. C'est pareil, c'est une tradition locale dans certaines régions. On offre des trovances aux mariés qui les mettent dans leur jardin ou chez eux. Et eux, en fait, alors
quand c'est chez eux, peut-être qu'elles ne grandissent pas, puisqu'elles ne vont pas attirer, les trucs dans la maison. Mais les possesseurs de ces pierres disent mesurer vraiment des changements dans leur taille. Donc ils y vont avec le mètre tous les ans, ils ont un mètre et ils ont des repères, ils mesurent et ils se rendent compte que la pierre, elle prend 1 millimètre ou 2 par an, quoi. Et ça, on n'a aucune explication dans ce phénomène. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'explication rationnelle, ça, à part le fait qu'elle puisse attirer, on va dire, les autres. Pour que ce soit vraiment authentifié, il faudrait que les géologues se penchent dessus, qu'ils fassent eux-mêmes les relevés, mais je pense qu'ils ont autre chose à faire, que ça ne les intéresse pas du tout de savoir si les trovantes grandissent ou pas. En fait, ils ont pas envie de se faire chier tous les ans avec un mètre pour ça. En fait, je crois qu'ils n'ont rien à en tirer eux-mêmes dans leur travail. Mais voilà. Après, encore une fois de plus, on laisse la porte ouverte. On ne contraint pas les gens à croire ou pas à croire à toutes ces découvertes. En tout cas, c'est encore pas mal de choses bizarres pour la Roumanie. On va faire la pause et puis on va prendre ensuite les questions du public. Et puis on a pas mal, ça va, il y a pas mal de questions. Ouais. Et c'est bien, on répondra aux questions. Vous, la régie, on revient tout de suite.